Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection, Enfance, éducation et société. Cette collection regroupe des études et essais concernant l'enfance au travers d'approches multiples. Études universitaires et essais issus du monde de l'éducation ou du secteur du travail social, ces travaux ont en commun la même préoccupation: apporter un éclairage diversifié sur un domaine essentiel de l'univers des sciences humaines. Sophie Briquetduhaze, Chantal Ouellet et Nathalie Lavoie, coord. Progrès en lecture-écriture chez des élèves du primaire au post-secondaire 2015. Françoise Poyet, Technologie numérique et formation, freins et leviers, 2015. Thierry Philippe, Plexus scolaire, Oser la liberté, oser l'intelligence, 2015. Alice Bougneres, au service de l'instruction pour tous. Vers une véritable refondation de l'école, 2015. Sophie Briquetduhaze et Anne Moile, coord. Enseignement-apprentissage à l'école maternelle. De la théorie à la pratique, tome 2, 2015. Fernando Alvarez Abad et Muriel Lacour, L'éducation artistique pour tous, un enjeu d'avenir, 2015. Yannick Brunpicard, La praxéologie dans le contexte éducatif, 2015. Monica Bastos, Le professeur interculturel. L'éducation interculturelle des professeurs de langue dans la formation continue, 2015. Bernard Gourmelin, Accompagner les jeunes sportifs. Manuel pédagogique, 2014. Sophie Briquetduhaze, Apprentissage, développement professionnel et enseignement de la lecture à l'école primaire, 2014. Claire Grand, Scolariser les élèves en situation de handicap, 2014. Pierre Duriot, Comment l'éducation change la société, 2013. Fabrice Bach, La précocité dans tous ses états, 2013. Sophie Briquetduhaze, Développement professionnel et enseignement de la lecture au CP, 2013. Sophie Briquetduhaze, Anne Moile, Enseignement-apprentissage à l'école maternelle, 2013. Citation. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Marcurele, Pensée pour moi-même, 1992. Chaque jour nous construisons nos territoires, nos références, nos modes d'expression et nos leviers d'affirmation. Prendre conscience de notre dépendance à autrui, à l'écorce terrestre ainsi qu'aux dynamiques sociétales, s'avère indispensable pour l'œuvre de l'humanité. Yannick Brunpicard, Montréal 2012. Géraldine et Johan. Vous m'avez permis de parvenir à une certaine sagesse. Aujourd'hui. Firmin, Lynn, Lily et Jules. Nous invite à aller un peu plus loin dans la sagesse, partagée avec Brigitte. Introduction. Roméo réalise les exercices d'écriture lors de la période d'accueil dans la classe de grande section de maternelle, où il termine son année scolaire. Après avoir effectué ses rituels d'arrivée, en disant bonjour, en faisant le tour de son territoire, en observant ce qui a changé, en mettant une croix dans le calendrier et maintenant, de plus en plus fréquemment, en racontant ce qu'il a fait la veille. Roméo demande avec insistance à écrire dans son cahier orange pour y inscrire la date en attaché, ainsi que les lettres et les mots en pointillés pour les faire seuls. La main de l'adulte est encore très présente, parfois directive, mais de plus en plus détachée. Les progrès accomplis depuis qu'il est en mesure de tenir un stylo sont considérables. Sa graphie est passée de l'impossibilité à tracer un trait à la capacité à écrire seul, en lettres cursives, son prénom. Cet enfant porteur d'un handicap est parvenu à force de volonté à réaliser pratiquement les mêmes travaux que ses pairs. Cela ne s'est pas fait en un jour. Cet exemple mis en couverture n'est pas le seul à partir duquel nous pouvons affirmer et démontrer que l'autonomie contrainte est un outil d'intervention et de formation pertinent pour que les élèves parviennent à une autonomie scolaire, puis à une plus large autonomie dans leur existence. La contrainte dans les cursus scolaires est une réalité permanente. Les élèves composent avec les exigences du système pour y satisfaire et se fondre plus ou moins sereinement dans ses méandres. Nous prenons les particularités des élèves en situation de handicap afin de nous pencher sur la mise en application d'une autonomie contrainte, souvent physique et impérative,
afin que les élèves parviennent à être autonomes dans leurs activités scolaires. Ce choix particulier fait qu'aux yeux d'un grand nombre d'experts, nos analyses sont frappées du syndrome d'anachronisme. Le syndrome de l'anachronisme représente l'intolérance à tout ce qui est hors de la normalité, à tout ce qui remue les croyances, à tout ce qui démontre que ce qui a été n'est que partiellement valide. Il est la cause de situations parfois invivables pour ceux qui subissent l'inertie des cercles, des réseaux et des clientèles. Syndrome de l'anachronisme. Attitude d'autodéfense, d'agressivité, d'intolérance et de destruction produite par des acteurs institutionnels. Ceux-ci s'expriment silencieusement, vertement ou par l'intermédiaire de la norme de la normalité contre toute mouvance émergente qui expose, voire qui démontre que les références dites scientifiques et techniques abordent et rendent explicites les réalités que partiellement et partiellement. Ils se caractérisent par une exacerbation du méthodologisme érigé comme rempart, une intolérance marquée à tout ce qui n'appartient pas, et un enfermement doctrinaire. Lorsque la pugnacité de l'initiateur d'une nouveauté parvient à dépasser les railleries, les attaques et l'ostracisme subis, ce syndrome peut laisser place à la reconnaissance et à la validation des propositions d'accès aux réalités ainsi qu'à leur théorisation. Le syndrome de l'anachronisme est une charge contre tous les tenants d'une normalité institutionnelle qui freine toute émergence qui mettrait en péril la norme. Les exemples les plus éclatants sont Harrison et le chronomètre, Marie Curie pour ses recherches et Einstein avant qu'il ne puisse publier ses premiers articles soutenus par Planck. Le syndrome de l'anachronisme gangrène les pratiques, les évolutions et surtout les lectures de la réalité, au sein de laquelle ses producteurs ne veulent pas s'extraire le plus souvent par confort et infaillibilité. Le syndrome de l'anachronisme se dépasse lorsque le producteur ancre solidement ses développements au cœur de situations indubitables, vérifiables, partiellement reproduites, comparables et falsifiables. Dans ce cas, une certaine forme de scientificité est démontrée, bien que les actions entreprises sur un individu ne peuvent pas être reproduites à l'identique pour un autre, seules des similitudes seront employées. Une fois ces constatations acceptées et intégrées comme des éléments de nos réalités sociétales, nous sommes en mesure d'aborder l'autonomie contrainte employée pour tendre en direction de l'autonomie scolaire, afin que l'apprenant s'approprie l'interface éducative au sein de laquelle il évolue. Un tel positionnement expose une volonté réalisée d'œuvrer aux marges des pratiques contemporaines, qui ne répondent pas, au regard des réalités partagées dans les écoles, aux maux des univers d'enseignement et d'éducation. Il bouscule l'inertie de la normalité pour laquelle il est tellement plus confortable d'aller observer, de filmer une classe pendant quelques heures oubliant que les comportements se modifient en résonance, litre 5500, à la présence extérieure que de fouiller les faits dans leur vécu. Tout ceci est une mise en pratique des propos débattus lors d'un colloque sur le thème des sciences et de leur devenir, à Rimouski au mois de mai 2015. Entre autorégulation, motivation et persévérance, l'autonomie. Être en mouvement, oser pas à pas, tendre vers l'objectif, même lentement, pour gravir la montagne, avec la manière, est l'attitude de celui qui agit en acceptant, dépassant et apprenant de ses erreurs pour ouvrir les portes de l'avenir. Il s'appuie pour élever autrui et lui-même, sur les leviers que sont la connaissance, l'empathie, la volonté, avec abnégation et altruisme au service de ceux pour lesquels il œuvre. Ce ne sont pas que des paroles. Ce sont des actes partagés, évalués et validés au contact des apprenants. Nous nous trouvons ainsi dans une situation d'anachronisme. Quelque part nous serons frappés du syndrome d'anachronisme en rendant accessibles des démarches, des constructions, des dynamiques et des appropriations de l'interface éducative par les apprenants lors de l'acquisition de formes d'autonomie scolaire. Néanmoins, cette perspective d'approche de la mise en œuvre de l'autonomie contrainte nous ouvre des potentialités étendues quant aux solutions envisageables pour répondre notamment au décrochage en classe ou au désintérêt pour l'école. La progression partagée par l'apprenant avec l'éducant afin de passer de l'autonomie contrainte à l'autonomie scolaire est abordée en fonction d'une structuration initiale pour conceptualiser les territoires de mise en application de cette pratique. L'action initiale de nature méthodologique présente le socle de base à partir duquel nous avons construit notre réflexion, décortiqué les phénomènes, structuré nos analyses et produit nos développements. La structure méthodologique fondamentale est identique à toutes nos publications antérieures.
Cette permanence méthodologique nous impose de reproduire pratiquement mot pour mot ce que nous avons déjà explicité par le passé, en le contextualisant au domaine abordé. Cette forme d'autoplagiat nous semble incontournable afin de préciser pour chaque production le chemin suivi pour finaliser l'étude proposée. Néanmoins, une articulation complexe est mise en exergue. Elle prépare la mise en place du néo-socio-constructivisme en relation étroite avec les territoires contextuels, au sein desquels nous effectuons cette lecture des réalités éducatives, tout en ayant besoin d'intégrer des pratiques pédagogiques afin d'encadrer le domaine d'exercice. Une fois ces éléments fondamentaux mis en place, l'autonomie contrainte est définie. Cette étape est incontournable pour préciser l'espace au sein duquel nous évoluons. À partir de ce socle, la mise en application, ses contraintes et ses limites deviennent accessibles et peuvent être exposées. Bien entendu, nous avons conscience que tout critique peut trouver des fissures au sein desquelles il s'engouffrera. Toutefois, l'autonomie contrainte se trouve délimitée. Il est tout de même nécessaire d'avoir une idée de l'autonomie attendue pour les apprenants. Celle-ci est présentée en s'appuyant sur les attentes propres à l'autonomie, ses cadres de réalisation, ses actes et le fait qu'elle soit une réalité sociétale avec laquelle les acteurs éducatifs composent journellement. Cette autonomie de nature scolaire présente sous de nombreux aspects des caractéristiques identiques à l'autonomie générale à laquelle nous aspirons tous. Nous nous trouvons en situation pour entreprendre la recherche de cette autonomie dans les pratiques abordées. L'emprise de l'éducant sur l'apprenant devient plus visible. Les potentialités de créativité et d'innovation émergent. Cependant, l'éducant doit savoir jusqu'où intervenir dans l'autonomie qu'il participe à construire afin que celle-ci devienne une extériorisation de l'individu dans un contexte éducatif. L'autonomie scolaire devient, au regard de ses prémices, plus accessible. Nous pouvons la rendre explicite dans ses réalisations, montrer qu'elle participe à faire évoluer la réflexion et qu'elle est un levier d'intégration. Par ailleurs, sa fonction de médian spécifique s'affirme en corrélation avec les activités mises en œuvre. Le passage de l'autonomie contrainte à l'autonomie scolaire est imagé par l'acte de tenir la main, image de la couverture. L'exemple du cas de Roméo, brièvement exposé, met en évidence les supports de mise en place, la délimitation de l'action entreprise, les réalisations en cours d'action et la finalisation de la synergie éducative et formative. Les facettes de ce cas nous éclairent sur les réalités de la mise en application de l'autonomie contrainte dans le cadre éducatif. Des enseignements peuvent alors être extraits et mis en perspective afin que chaque analyste, chaque lecteur puisse, à son tour, en toute autonomie mettre en œuvre une telle démarche. Une prise de conscience du rapport au monde positionne l'ensemble. L'enrichissement des individus intégrés dans le contexte annonce la nature de médiance trajective de l'autonomie et ouvre des perspectives pour l'autonomie scolaire. Ce regard sur les réalités d'un passage de l'autonomie contrainte à l'autonomie scolaire, pour que l'apprenant s'approprie l'interface éducative, nous informe sur la diversité de cheminements à suivre pour œuvrer au service des apprenants afin qu'ils deviennent des acteurs conscients de leur intégration sociétale. Plus particulièrement, il nous informe sur le travail qu'il nous reste à accomplir afin que les acteurs sociétaux gomment les erreurs, les croyances, les inerties pour que tous les élèves puissent acquérir des connaissances de qualité. Et surtout pour qu'ils puissent les employer en toute sérénité dans leur vie d'adulte, en exprimant toutes les dimensions de l'autonomie acquise. Conceptualiser les territoires de l'autonomie contrainte. La mise en place de l'accès au territoire de l'autonomie contrainte reprend les grands traits de nos travaux antérieurs, car nous ne pouvons pas modifier notre socle méthodologique. Nous l'adaptons à l'objet d'étude et de recherche, sans le modifier en profondeur. Cela nous conduit à reprendre en les contextualisant nos précédents développements, BRUNPICARD, 2014-2015. Les critiques qui auront lu nos ouvrages antérieurs retrouveront l'essentiel de ce qui fut développé, voire démontré selon les phases de progression. Nous avançons dans une certaine ambiguïté dans le sens de Stengers, 1993-163, pour qui les scientifiques apportent des incertitudes. L'incertitude irréductible est la marque des sciences de terrain. Elle ne tient pas à une infériorité, mais à une modification des rapports entre sujet et objet, entre celui qui pose les questions et celui qui y répond. Toutefois,
En s'engageant dans cette direction, il est impératif pour le producteur de savoir d'avoir la conscience du risque pris pour œuvrer aux marges de la normalité institutionnelle comme nous le rappelle Doss, 1997, 402. C'est cette notion de risque qui doit inciter les sciences humaines à ne plus s'enfermer dans des objets préétablis ou des cadres théoriques clos sur eux-mêmes, mais à s'ouvrir à l'irruption de la nouveauté, de l'irréversibilité. Ce positionnement nous incite à reconnaître et à intégrer les maturations historiques selon les directives de Foucault, 1969, 255. C'est en interrogeant les sciences, leur histoire, leur étrange unité, leur dispersion et leur rupture, que le domaine des positivités a pu apparaître. C'est dans l'interstice des discours scientifiques qu'on a pu saisir le jeu des formations discursives. Sur ces indications, nous pouvons aller plus loin dans les stratifications, dans les structurations et dans les articulations afin de rendre la réalité accessible en toute conscience. La conceptualisation des territoires de mise en œuvre de l'autonomie contrainte se construit sur une articulation complexe, le néo-socio-constructivisme, les territoires d'exercice contextuel et les pratiques pédagogiques intégrées dans les démarches entreprises. Une articulation complexe. La mise en exergue des fondements de l'exercice de l'autonomie contrainte dans le cadre éducatif nous conduit à intégrer la notion de complexe. Le complexe, c'est le non réductible, le non totalement unifiable, le non totalement diversifiable. Le complexe, c'est ce qui est tissé ensemble y compris ordre-désordre, un multiple, tout parti, objet-sujet, objet-environnement clair-obscur. À ces traits il ajoute: le complexe, c'est l'indécidabilité logique et l'association complémentaire de deux vérités contradictoires. Tout est complexe, la réalité physique, la logique, la vie, l'être humain, la société, la biosphère, l'ère planétaire. Morin, 1999, 163. Nous avons fait le choix de représenter les articulations internes des constructions cognitives, que nous voulons rendre accessibles et explicites au plus grand nombre de destinataires par l'intermédiaire de carrés sémiotiques desquels un vecteur sémiotique émerge. Ce choix discutable pour les puristes de la sémiotique est une adaptation fonctionnelle et pragmatique d'un outil conceptuel à même de nous rendre le monde des faits plus facilement saisissable. La sémiotique, Klinkenberg, 1999, est un outil de représentation d'un décortiquage d'une réalité conceptualisée par des figures synthétiques reliées entre elles par les vecteurs sémiotiques. Il est vrai que ce type de démarche n'est pas institutionnalisé, qu'il n'est pas validé encore par nos pairs, mais il a été exposé, débattu, défendu et accepté lors de multiples conférences effectuées depuis plusieurs années notamment à Montréal, Québec, Ottawa, Paris, Nantes, Rimouski ou Sherbrooke. Cet emploi de la sémiotique est construit pour simplifier l'agrégation des interactions sociétales, les interdépendances entre les acteurs, l'action de l'actant et les liens au support physique dans lequel se déroule le phénomène étudié. Pour mettre en évidence un vecteur sémiotique, l'articulation interne du carré s'effectue autour d'un référent, d'un stimulus, d'une dynamique et d'une destination. Il est vrai que ces termes sont parfois, voire fréquemment tronqués pour que la figure colle au plus près de la phase décrite ou de la réalité interne à une action. Cependant, ces intitulés sont les domaines principaux des représentations présentées. Ainsi, chaque carré est une image de la dissection effectuée pour rendre explicite la phase mise en évidence. En quelque sorte, s'il était possible de faire une représentation en deux dimensions de ces agrégations tridimensionnelles, nous aurions à disposition une structure neuronale. Le référent est l'espace territorialisé, le territoire, le sanctuaire, le point, le lieu, voire la structure où se déroule l'action sociétale étudiée par l'actant. La diversité de sa nature, de sa constitution et de sa délimitation fait de cet élément un ancrage évolutif tout en posant concrètement les phénomènes dans un contexte défini par un territoire d'exercice. Ce qui est observé, analysé, disséqué, exposé et explicité doit être porteur de signification et doit avoir sa propre signification. Cela implique que l'actant doit rendre visible et lisible ce qui est exprimé, et ce qui peut être perçu. Le stimulant à la réalité en cours d'analyse intervient sur la dynamique et le référent puisqu'il agit dans un contexte référencé, et que ce qui est entrepris est effectué en fonction de la signification induite et attendue. Le stimulus peut être une présence, une activité, une relation ou tout autre phénomène à même de modifier un état initial.
C'est alors que la destination de ce qui se déroule dans l'espace circonscrit avec des acteurs définis et des actions reconnues prend sa place. Elle est à la fois ce qui initialise une démarche et simultanément ce vers quoi tendent les acteurs de la réalité en cours de construction par un mécanisme de RETRE, BRUNPICARD, 2005. La sémiotique conçue et pratiquée dans ses perspectives fonctionnelles avec pour finalité de rendre explicite et compréhensible un phénomène donné, facilite à notre sens la lecture des faits, leur intégration et leur exposition en allant au plus profond de leur structuration en évitant tout dogme, idéal, croyance ou dépendance à un système ou une école de pensée qui aurait pour objectif de limiter l'accès à la réalité afin de répondre aux maux de nos sociétés. Figure 1. Une influence conséquente de la sémiotique. Une fois la sémiotique présentée dans son emploi et ses orientations particulières mises en pratique dans nos développements, nous pouvons nous pencher sur la contextualisation. Pour ce domaine abordé et intégré dans nos travaux antérieurs, BRUNPICARD, 2013, 2014, 2015, nous reprenons ce que nous avons déjà exposé. Il est peu aisé de reformuler en permanence nos axes de pratique. C'est pour cela que nous demeurons solidement attachés au texte déjà produit. C'est-à-dire que nous réaffirmons fermement notre positionnement par rapport aux phénomènes que nous souhaitons étudier, en fonction d'une approche méthodique articulée sur ces aspects. Ce positionnement méthodologique est la mise en œuvre d'une pensée de Marcaurele, 1992-180. Regarde toujours en elle-même la chose qui te donne une idée et analyse-la en la décomposant en cause, finalité et durée au terme de laquelle elle devra cesser d'être. Sa mise en pratique implique que nous accordons une place particulière à la lecture des phénomènes, à leur structuration ainsi qu'à leur accessibilité, Mukieli 1983, 60, qui est un reflet de la méthodologie générale employée pour parvenir à notre finalité de démontrer la pertinence de l'autonomie contrainte pour accéder à l'autonomie scolaire dans un contexte d'enseignement. Ce prérequis atteste d'un lien conceptuel relativement dense avec les théories de cet auteur. En effet, nous mettons les acteurs, l'être en situation, 1983-19, en corrélation avec le sens perceptible des situations observées en fonction de la compréhension à laquelle nous pouvons accéder, en pratiquant une forme de réduction de la réalité que l'on souhaite expliciter, tout en saisissant les variations et les significations particulières. Quelque part, cela légitime et valide notre choix d'une démonstration par des cheminements non usités jusqu'à maintenant. Nous demeurons ainsi dans une structure d'analyse ouverte, où les éléments sont agrégés en fonction des événements tout en étant en mesure de saisir les invariants qui contribuent à mettre en exergue les similitudes, pour produire des comparaisons, sachant que comparaison n'est pas raison. Elles sont fondées sur des systèmes cohérents d'exposition, en mesure de rendre explicite une partie de la réalité exposée. Cela signifie qu'il existe une certaine perméabilité entre les constituants, les articulations et les finalités et que des significations proximales peuvent être observées, sans dénaturer l'objet en direction duquel tend le travail d'investigation. En outre, à ces aspects sont associées les structurations sémiotiques indissociables des agrégations conscientes et inconscientes à même de faciliter la compréhension des réalités auxquelles nous aspirons à répondre. Cela permet d'accéder aux significations des faits observés en fonction de la culture des acteurs, de la société d'appartenance, du support terrestre d'exercice ainsi que des phases temporelles et de localisation. La situation en elle-même, le contexte particulier qui nous fait faire un bond en direction de la contextualisation, Mukieli 2005, les acteurs dans leur diversité et les contraintes produites par les interrelations dessinent une facette de cette structuration analytique. Il en est de même pour la place donnée et prise par le phénomène, le prisme de lecture de l'observateur avec ce qu'il est et sa subjectivité, les orientations données aux travaux et l'intérêt immédiat ou différé de l'étude entreprise. Ces aspects permettent de percevoir le maximum de facettes des acteurs, la conduite mise en œuvre de manière consciente ou inconsciente, la situation initiale et son évolution en corrélation avec la destination souhaitée, affirmée et visible pour les extérieurs. Enfin, par cette fenêtre méthodologique de nature structurelle que nous agrémentons d'un constructivisme génétique, pour ne pas dire d'un certain matérialisme génétique, nous accédons au type de relation,
par le décortiquage institutionnalisé aux différents niveaux d'interrelation et d'interconnexion. Il est alors possible de dresser une typologie, comme pour les expressions des acteurs et des réalisations induites en fonction du rythme, du déroulement, du phénomène, de ses intensités et de ses densités évolutives. Une trame complexe et phénoménologique est mise en place pour laquelle les influences de Merleau-Ponty 2002, de Hegel 2002, de Heidegger 1959, de Habermas 1987 sont prégnantes et peuvent se percevoir au cœur de nos développements. La structuration fonctionnelle, articulée sur les microstructures de 4 constituants, est déjà un emploi non dissimulé de la sémiotique. La contextualisation devient dans la pratique de cette méthodologie un outil incontournable, car elle met en situation l'actant au contact des acteurs, des dynamiques de la réalité événementielle, des mouvances et des rythmes particuliers qui animent les faits, d'une certaine perméabilité existante entre les différents éléments en interaction. Au final, elle facilite l'extraction de typologies pragmatiques en corrélation avec le vécu partagé par l'actant. Figure 2. La contextualisation, un outil incontournable. La contextualisation se construit progressivement par la mise en synergie orientée d'une initialisation, d'une territorialisation et d'une harmonisation auxquelles se greffe le stimulant que sont les méthodes collaboratives, Chevalier 2009. Le terme collaboratif nous pose quelques difficultés de mise en application. Nous lui préférons celui de méthode coopérative. L'emploi des deux terminologies s'effectue indistinctement, cela pouvant créer des confusions. Cependant, l'attachement aux méthodes collaboratives est indéniable. Il ancre notre démarche et participe à la catalyse des différents intervenants dans une démarche praxéologique. Il est vrai que la coopération vitale a toute action orientée en direction de l'autonomie contrainte. Néanmoins, bien que celle-ci induise une coopération étendue entre les différents domaines de la production des sciences, elle n'impose pas aux acteurs de cette diversité d'agir de concert pour la finalisation du projet sur lequel ils œuvrent. La transdisciplinarité met des intervenants côte à côte pour mener à bien une étude. Elle est considérée comme une étape fondamentale à l'exercice coopératif. Cette courte présentation par l'intermédiaire d'un carré sémiotique n'a pas pour objectif d'exposer ce que sont les différentes possibilités de méthodes collaboratives. Elle a pour finalité de mettre en exergue les vecteurs internes de ces démarches. Ceci lui donne sa texture, sa densité et sa destination. Il s'articule autour des interactions, des expressions, des outils et des fonctionnalités. Ainsi, dans l'action praxéologique, seuls les leviers pertinents au sein d'un contexte sont employés pour répondre à une réalité. Cette science de l'action se sert des méthodes collaboratives, des vecteurs coopératifs pour tendre vers l'efficience. Les interactions sont les premiers aspects mis en exergue. Elles participent à la détermination des forces antagonistes présentes dans un phénomène. Les dynamiques fonctionnelles existantes, en maturation ou simplement émergentes, deviennent lisibles pour les analystes. Au sein des temporalités diachroniques et synchroniques dues à la diversité, des éléments en contact des périodes peuvent être mis en évidence pour concevoir les durées d'intervention. Les interactions extraites des faits contribuent à la définition des rôles de dominant ou de dominé, des aspirations des acteurs, des organisations en présence, de la société au sein de laquelle un support est pris pour base à la construction d'un phénomène. À partir de ce point, les expressions projetées, induites ou suggérées par les intervenants sont discernables. Les disparités, les intégrations, les engagements ou les hiérarchies sont contextualisées. Leurs implications locales, initiales, de zone, d'élaboration ou de finalisation peuvent être reconnues. Et par la suite, les expressions des idéaux, des orientations et des formes de validation d'action des personnes étudiées sont prises en compte dans toute leur diversité pertinente pour l'étude entreprise. Cela signifie que des outils propres aux méthodes collaboratives, Chevalier 2009, sont employés à bon escient pour mener à bien notre démarche. Que ce soit un arbre des problèmes, une dynamique causale, ordre et chaos, ou tout autre outil méthodologique approprié dans le cadre praxéologique, figure 4, l'actant s'appuie le plus souvent au moins sur deux démarches. Ce qui lui permet de déterminer les options et les buts, les identifications ou les forces d'un phénomène. Enfin, les fonctionnalités spécifiques à ces méthodes catalysent l'ensemble des phases de l'étude.
En se donnant accès aux réalités par le contact avec les participants, le suivi des faits, en reconnaissant le rôle des parties, l'actant s'imprègne du phénomène. Il se trouve en capacité de faire preuve d'adaptabilité, de malléabilité. Il peut comparer et extraire des enseignements de ce qu'il a étudié, en étant totalement immergé dans les faits sur lesquels il est intervenu. Figure 3. Mise en synergie avec les méthodes collaboratives. Les méthodes collaboratives dans leur diversité nous offrent des pistes attrayantes pour comprendre ce qu'est dans ces pratiques, l'autonomie contrainte. En outre, la contextualisation et notre transformation de la sémiotique participent à une approche des faits par l'emploi de la praxéologie indissociable de toute analyse des phénomènes auxquels nous participons. Effectuer un rappel de ce qu'est la praxéologie dans ses traits principaux nous semble indispensable afin de positionner dans les meilleures conditions cette pratique au sein du cadre éducatif. Cette synthèse reprend l'essentiel précédemment démontré, BRUNPIC-ARD, 2015, pour un emploi généralisé de la praxéologie. Nous demeurerons extrêmement synthétiques et ne reprendrons que ce qui nous apparaît satisfaisant à une contextualisation pertinente avec notre objet. Cette définition ancre fermement notre démarche dans cette science de l'action, SKIRBEKK, 1999, PETRUSZWYCZ, 1965, pour mettre en place l'initialisation de l'action praxéologique, territorialiser l'action, pour l'harmonie attendue et les liens avec les méthodes collaboratives. PRAXEOLOGIE. La praxéologie est une démarche méthodique, au cœur de l'action, articulée selon des modèles complémentaires et parfois en tension. Elle agrège les aspects pertinents selon le principe de moindre contrainte, des modèles structurels, systémiques, socio-constructivistes, cognitivistes, génétiques, pragmatiques et dialogiques de conscientisation récursive et autorégulée sur l'agir, le perçu, le produit et la destination. L'analyse, structurée et construite, implique l'ensemble des dimensions, mises en synergie, afin d'atteindre la réalisation d'une production professionnelle en fonction de ses temporalités, ces dynamiques de rupture-continuité de la structuration de l'interface de contact pour l'ensemble des agissants. Ainsi s'atteignent, pour l'actant, des ajustements fonctionnels de savoir évolutif sur le domaine d'étude et s'acquièrent des capacités innovantes de prévisibilité, d'anticipation et de projection. Sa finalité s'exprime dans la production d'une théorie à même de nous éclairer sur une réalité, et par extension sur notre humanité. Cette définition est dense pour ne pas dire trop dense. Elle permet à tout actant d'aller plus loin que la seule science de l'action. Elle permet de démontrer que cette méthodologie aussi ancienne que la stratification des savoirs se révèle pertinente pour rendre explicites les réalités que l'on veut percevoir. Nous avons conscience qu'elle demeure évolutive et qu'elle n'est que le reflet de capacités à un instant donné au cœur des sciences humaines et de leur potentialité. L'initialisation de l'action praxéologique contextualisée au cadre éducatif s'attache aux réalités de cet univers particulier. Elle est cet instant d'éveil, d'émergence, d'émulation où l'étincelle de la curiosité et celle de la volonté de réponse à des mots prennent son essor. L'initialisation émane de la contextualisation assimilée par l'actant, de sa mise en relation avec les influences proches et des agrégations avec des supports pertinents pour la tâche à entreprendre. Cette initialisation prend forme sur la construction, la réalité, l'apprentissage et l'adaptation. La praxéologie est une méthode d'étude de la réalité qui impose à l'actant de stratifier les savoirs accessibles. Elle ne peut pas être jetée sur un phénomène et tenter de le rendre explicite. Elle exige une longue construction interne et externe en corrélation avec ce qui est vécu par l'actant. Elle s'effectue en réponse aux faits qui animent le phénomène, tout en participant à la construction personnelle de l'individu et en étant un constituant de la réalité elle-même en construction. Cette construction est multidimensionnelle. Elle intervient entre les différents acteurs tout au long des différentes phases d'action, de test, de vérification et de validation. Elle donne sa texture à l'activité de l'actant, qui est en mesure de rendre la réalité plus accessible. Décrire la réalité est une gageure. Qui que nous soyons dans le domaine des sciences humaines, nous ne pouvons rendre explicite et perceptible à autrui qu'une facette de la réalité. C'est celle qui en tant qu'individu nous a été donnée de percevoir, d'étudier et d'expliciter en fonction de ce que nous sommes.
La réalité n'est donc pas la vérité. Elle est une représentation de ce qui a été vécu, conceptualisé et formalisé par l'actant pour ses destinataires. La réalité initialise l'action, puisqu'elle fixe son point de départ dans un contexte partagé par des intervenants qui participent à celle-ci. Cependant, pour parvenir à l'initialisation de l'action praxéologique, il est nécessaire de mettre en œuvre des apprentissages perfectibles tout au long de l'action entreprise. Les apprentissages au cours de l'avancée des travaux acquièrent divers statuts pour au final devenir des compétences, après avoir été des capacités reconnues et validées lors des phases de la méthode. Néanmoins, des adaptations sont impératives pour répondre aux exigences, pour se fondre dans les mouvances, pour discerner des particularités ou encore pour mettre en œuvre des options complexes et évolutives. Figure 4. Initialisation de l'action praxéologique. La base conceptuelle présentée, bien que similaire à toutes celles que nous avons déjà développées dans nos travaux antérieurs, BRUNPICARD, 2012 à 2015, permet de positionner et de rendre accessible la démarche entreprise pour mettre en évidence les phénomènes perçus, disséqués, assimilés et explicités. La praxéologie, les méthodes collaboratives, la contextualisation et une réorientation de la sémiotique annoncent la construction du néo-socioconstructivisme. Le néo-socioconstructivisme. Nombre de chercheurs en sciences humaines s'élèveront contre l'émergence de cette mouvance. Ces réactions épidermiques, doctrinaires, idéologiques qui pour la plupart n'ont pour objectif que la préservation d'un système qui satisfait ses acteurs, sont compréhensibles. Si les sciences humaines étaient si efficaces, si les méthodes mises en œuvre étaient si pertinentes, si les compréhensions des réalités étaient si concrètes, nos sociétés ne souffriraient pas des maux avec lesquels elles doivent composer chaque jour. Il est nécessaire d'ouvrir des cheminements pour répondre aux errances de notre humanité, pour construire en toute subjectivité objectivée une méthode en fonction de l'objet et non l'inverse, et surtout pour parvenir à discerner les pierres d'achoppement existantes. Le néo-socioconstructivisme tend, selon notre conception, à permettre à ses utilisateurs de s'inscrire dans des perspectives de ce genre, d'où la proposition de son emploi. Les influences du constructivisme et du socioconstructivisme sont extrêmement prégnantes dans cette lecture d'activité pédagogique. Ces deux approches, Piaget-Vygotsky, sont incluses pour notre pratique, dans ce que nous considérons comme étant une réponse aux lectures des réalités abordées dans des contextes où l'on trouve des diffuseurs et des destinataires. Le néo-socioconstructivisme est cette entité théorique et méthodologique. Il donne l'image d'une nébuleuse où tout acteur des sciences humaines et plus spécifiquement des sciences dites de l'éducation peut s'égarer, voire se perdre, d'où l'impérieuse nécessité de proposer une définition initiale afin de délimiter son domaine d'intervention. NEOSOCIOCONSTRUCTIV, ISME. Méthodologie des sciences humaines dans leur globalité, ancrée sur les propositions de Vygotsky. Son cheminement général s'articule autour de l'action de percevoir, analyser, comprendre et expliquer. L'objet défini par l'actant induit la méthode qui sera employée pour parvenir à rendre le monde des faits accessible à tout observateur. La subjectivité objectivée soutient la lecture praxéologique des réalités disséquées. Le prisme d'étude met en exergue un référent, un contexte, un initiateur et un destinataire pour parvenir à une réalisation. De la base sémiotique à 4 éléments sur laquelle repose cette démarche émerge un vecteur sémiotique qui s'agrège, s'imbrique, se lie par plasticité, porosité ou capillarité avec les structures proximales. Ces dernières donnent à percevoir un nuage de connexion. Il représente le phénomène étudié dans ses diversités, sa complexité, ses interdépendances et ses dynamiques. L'objet faisant la méthode, la contextualisation et la coopération entre les agissants tiennent une place d'articulation fonctionnelle pour démontrer les dynamiques, la nature des acteurs, les spécificités des faits ainsi que les particularités des agrégations au sein d'interfaces qui sont des facettes de la réalité rendue explicite. Au regard de cette définition initiale, le néo-socioconstructivisme associe les méthodologies connues en prenant seulement les aspects en corrélation avec l'objet d'étude, ainsi c'est l'objet qui fait la méthode. Cette conception des pratiques des sciences humaines provient d'influences, d'un objet contextuel, d'une volonté et d'une démarche particulière. Cette dernière met en œuvre le sigle PACE, percevoir, analyser, comprendre et expliquer.
Percevoir le monde tel qu'il est et non tel que nos croyances, nos attentes ou nos appartenances prétendent qu'il est. S'impose comme la première action au néo-socio-constructivisme. C'est-à-dire que notre subjectivité en tant qu'acteur indissociable de la réalité est intégrée dans l'objectivité de notre analyse. La perception nous lie profondément à la phénoménologie, sans pour cela en être dépendant. Elle est un élément constitutif de la lecture du monde des faits. N'oublions pas que nous œuvrons au cœur des sciences humaines, et plus précisément pour le thème abordé au sein des sciences de l'éducation, ce qui induit la plasticité de l'objet et l'adaptabilité de l'observateur pour déceler ce que la norme refuse de voir. L'analyse en fonction des outils méthodologiques brièvement exposés précédemment peut être entreprise. Elle est le socle à partir duquel l'objet est décortiqué tout en inventant des outils, pour se rendre là où les travaux antérieurs ne se sont jamais rendus. Une fois cette opération effectuée, la compréhension des articulations, des agrégations, des stratifications, des dynamisations et des interdépendances entre les différents constituants en présence est accessible à l'actant. La compréhension permet de proposer des représentations simples des structures fondamentales d'une réalité, afin de parvenir à l'expliciter. L'explication dans le cas présent est constituée des courts commentaires accompagnant les structures sémiotiques, afin que chaque observateur puisse concevoir ce qui a été décelé. Tout ceci n'est envisageable que si un objet contextuel a été défini, construit, délimité et matérialisé en relation étroite avec les réalités au sein desquelles l'actant effectue sa démarche. L'objet sociétal produit par des individus en relation est obligatoirement unique. Il ne pourra jamais être reproduit à l'identique. Seuls des aspects pourront être retrouvés et permettront de comprendre, puis d'expliquer ce qui s'est déroulé. La volonté de l'intervenant conduit, oriente, soutient et alimente les actions entreprises. Sans cette étincelle, la production serait normalisée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.